Bien, bonsoir à tout le monde, et puis une bonne année 2026, puisque je suis né à l'ECMAش, vous êtes au mois de janvier. À l'écran, je vous ai mis deux personnages, ce n'est pas le même individu, c'est le père et le fils. Le père et le fils. Alors, étonnamment, le père, c'est le plus jeune des deux. C'est Marius Touron, qui est donc sur la gauche de l'écran, et le fils, c'est Robert Touron, qui est sur la droite. Robert Touron, une dizaine d'années avant son décès, et puis, Marius Touron, donc à gauche, il est jeune, bah oui, tout simplement parce que ce pauvre garçon est décédé à la guerre 14. Il est décédé en 1915, il a eu trois enfants, et puis voilà. Donc là, c'est à mon sens, je crois que c'est une photo qui est de la période de son mariage, en 1906, je pense. Je pense que c'est même une photo dans son costume de mariée. Que c'est une photo assez rare qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui doit l'avoir. Voilà. J'ai réussi à la dégoter une fois, un petit peu, avec un gros coup de chance. Bonsoir Marius Touron. Donc on va commencer par le père, le géniteur. Marius Touron, il est de Niba. Alors le mois dernier, avec le comte de Jean de l'Ours, on était déjà à Niba. Puisque Gaston Vasseur, qui était l'écrivain en Picard de la version de Jean de l'Ours et de Niba. Niba, c'est un fief du Picard, il y en a plusieurs, mais c'en est un pour le Vimeux serrurier, le Vimeux ouvrier. Je ne vous rappelle pas sa situation, quasiment à mi-chemin entre Abbeville et le Tréport, assez près de la mer en fin de compte, mais c'est à l'écart des grandes voies, c'est un pays un peu enclavé, Niba. Et donc Marius Touron est né à Niba. Il est le premier de sa famille à naître à Niba. Son père est de Saint-Blimont, le village juste à côté, et sa mère, elle est de Noyelles-sur-Mer. Alors, je ne pense pas qu'elle y soit née, mais elle habitait Noyelles-sur-Mer quand ils se sont rencontrés et qu'ils se sont mariés en 1906. Mais avant ça, Marius Touron, lui, il est né à Niba le 14 mars 1882. Hein, ça fait un petit moment quand même. Et il est fils unique du couple de Pierre Touron et de sa femme Marianne Pochet, qui a plusieurs écritures. Vous verrez ça dans les détails que je vous transmets après par écrit. Sa mère, elle vient plutôt du Pas-de-Calais, de la région de Dan, de Cuques, entre Étaples et Boulogne. Enfin, c'est là où elle est née, probablement chez sa grand-mère maternelle. C'est toujours un petit peu la même chanson jusqu'à la guerre 40. Hein. Les enfants naissent souvent chez leur grand-mère maternelle, très souvent. Et puis, sa mère est couturière. Son père, lui, il est pas charron comme le sera Marius. J'ai perdu le métier, mais bon, c'est pas grave, on retrouvera ça. Si, si, les charrons, son père, bien sûr. Oui. Ils vont s'installer à Niba. Marius va vivre entre sa famille, ses parents à Niba et ses cousins, sa famille paternelle à Saint-Blimont. C'est vraiment tout près, hein, les deux villages, ça se fait à vélo en 5 minutes, à pied en pas une demi-heure. C'est un bon élève. C'est un bon élève, mais la condition sociale familiale fait qu'il ne peut pas poursuivre ses études au-delà du certificat d'études primaire. Et donc, il va travailler dans l'entreprise de son père, et c'est là qu'il va devenir charron. On a l'habitude de dire que c'est le poète charron, comme on dit de Phileas Lebègue, qu'on a déjà regardé ensemble son œuvre, dont on a regardé l'œuvre qu'il est le poète laboureur. Voilà, ce sont des termes qui permettent de classer un petit peu les gens qui sont un petit peu abstraits, parce que l'œuvre de Marius Touron ne parle pas spécialement du tout de la charronnerie. Alors en fait, c'est quoi un charron? Je me suis posé la question, tout simplement. Ben, un charron, à ce moment-là, bien sûr, il fait des roues, il fait des chariots, mais il fait également des pressoirs, des grugeoirs. Donc en fait, à partir du moment où il y a des pièces rondes, c'est des gens des pièces en bois, hein, on travaille le bois, qui sont des objets qui sont pas faciles à réaliser. Donc quand on a la technique et les outils, eh bien voilà, on fait tout ça. Donc on retrouve sur les en-têtes de facture de la famille Touron, entreprise pour tout type de voitures, de grugeoirs et de pressoirs. Marius Touron, donc fils unique, il va rencontrer Charlotte Caudron.
et ils vont se marier le 19 août 1906. Donc la photo que je vous présente là, eh bien, elle est datée de 1906. Donc il est fort probable que donc que ce soit là avec la petite pochette donc sur son cœur avec son beau nœud papillon, avec ses moustaches, sa belle coiffure, et puis une photo très posée qui est faite par un photographe professionnel de l'époque, c'est évident. Il est très probable que ce soit sa photo en costume de mariée. La famille Touron, donc la jeune famille Touron, s'installe aussi à Niba. Et ils vont avoir trois enfants. Robert, l'aîné, dont on parlera tout à l'heure dans la dernière partie. On parlera même entre deux. Un autre qui est né en 1907, Robert Touron, que j'ai connu, qui est décédé en 1993. Pierre Touron, donc son frère que j'ai rencontré, voilà. Et puis Suzanne, qui est née, donc le Pierre qui est né en 1908, un an après Robert, et puis Suzanne en 1910, donc une grosse année après le dernier des frères. Et très jeune, Marius Touron donc écrit. Il a une vocation d'écrivain, il a de poète, d'écrivain, de journaliste. Vous allez voir, il a fait beaucoup de choses. Et on le surnomme poète charron dès qu'il écrit, et il écrit en français. Il écrit assez peu jeune, très jeune en picard. Mais il écrit les deux langues. Mais ce qui le motive, c'est la poésie classique française, la prosodie vraiment bien marquée par donc l'écriture du français. Ce qu'il a appris à l'école, hein, qui montre aussi qu'on est quelqu'un qui a du savoir intellectuel, et il va souffrir de sa condition d'ouvrier, même s'il est l'ouvrier de son père, si c'est une entreprise familiale, hein, ils sont tous les deux à travailler, il va en souffrir parce que les intellectuels de l'époque, soit des journalistes, soit des critiques, on dirait aujourd'hui, ou des gens qui s'expriment dans des sociétés savantes ou des sociétés littéraires ou dans la presse, vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce charron, voilà. Et donc on va retrouver on a gardé de lui l'expression poète charron, mais on va retrouver à différents moments Marius Touron, homme de lettres, tout simplement, hein, quand il va adhérer à une association, par exemple. Et donc, je vous donnerai deux ou trois autres exemples où il a d'autres appellations pour se hisser à la hauteur de ceux qui ont le savoir et le pouvoir intellectuel, pour se hisser donc plus socialement dans une hiérarchie sociale à laquelle il tient. Alors, d'emblée, poser Marius Touron comment, sur la table de travail, c'est se rencontrer tout de suite, puisqu'il est décédé. Hein, je vous je vais peut-être pas préciser encore, il est décédé en 1915, en juin 15, hein, donc en tant que militaire. Il est décédé à la tranchée de Calonne, aux Éparges, donc dans le secteur de Verdun. C'est pas Calonne du Pas-de-Calais, hein, c'est Calonne tout près de Verdun. Et donc, il y a des éloges funèbres. Il a beaucoup d'amis avant la guerre 14 et pendant le moment où il est vivant, et même après son décès. Et donc, il y a beaucoup d'éloges qui sont faits par des gens qui l'ont bien entendu connu ou édité. Et dans ces éloges, systématiquement et constamment, il est vraiment noté que c'est un pieux catholique, qu'il est un dévoué pour la paroisse. Et donc, j'ai recherché un petit peu ce que ça pouvait dire, parce que ça apparaît à chaque fois. Bon, je dis, ça n'est pas surprenant, mais chez lui, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment profondément noté. Et en fait, il était vicaire de sa paroisse et ami du curé de Niba. Et puis, il a été même secrétaire du conseil paroissial à 24 ans. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé avec sa foi, et il va organiser des voyages à Lourdes, et en particulier, il va y aller pour espérer une guérison de sa fille, Suzette, la dernière, donc il appelle Suzette, qui est baptisée Suzanne, et qui est née sourde. Et il est membre d'une association dont j'ai recherché vraiment avec l'acronyme ACJP, Association catholique de la jeunesse picarde. Voilà. Donc c'était une déclinaison locale d'une association nationale.
Donc voilà, ça fait partie de vraiment de sa comment de sa vie. C'est quelque chose de très profond. On le retrouve dans sa correspondance. Il est profondément donc dévoué à Dieu, à sa paroisse. Et puis son fils aîné, Robert, dont on parlera tout à l'heure, bah, tout simplement, il sera curé, hein. Donc vous voyez, ça va perpétuer dans la famille donc cette foi. Et donc ça, c'est son côté de vie privée, bien entendu, hein, mais il y a un autre côté qui est une vie privée qui devient publique hein, quand il est vicaire ou bien quand il est secrétaire du conseil paroissial. Euh, et par ailleurs, il a un engagement politique au sein de l'Action française. Et donc, c'est un. Alors, je ne dis pas qu'il est membre de l'Action française, pas la preuve, mais par contre, il va contribuer en particulier à l'almanach de 1903, 1913, et il affiche dedans une opinion profondément orléaniste. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'Action française, vous vous renseignerez, vous me poserez des questions parce que j'ai quelques documents par ailleurs. L'Action française de cette époque-là, c'est quelque chose qui est donc issu du 19e siècle, avec les oppositions politiques qui sont très nettes dans l'expression de la littérature picarde, hein, depuis Louis-Philippe, enfin tout le 19e siècle, que ce soit à Cambrai, que ce soit à Saint-Quentin, que ce soit ailleurs, que ce soit même chez Jacques Courrédur, dont on a déjà parlé, donc à Abbeville, les opinions politiques sont tranchées et les gens s'affichent ça ne se fait plus aujourd'hui. Enfin, c'est extrêmement rare qu'il y ait quelqu'un qui s'affiche peut-être là au mois de mars avec les élections municipales. C'est pas impossible, c'est déjà arrivé, mais donc c'est beaucoup plus courant au 19e siècle. Et donc, on est à charnière du 19-20e. Et donc, l'action française, c'est celle de Maurras, hein, qui est très royaliste, mais il y a plusieurs branches. Et donc, lui, il est orléaniste, et quand on est à Nibas, on est tout près de la ville d'Eu. La ville d'Eu, c'est le duc d'Orléans, et donc c'est à ce personnage-là que je rattache son attachement politique. Il s'en exprime, on va le voir tout à l'heure, dans un texte qui est publié par donc l'Almanach de l'Action française. Euh, un petit peu sur son parcours, puisque bah, il va mourir à la guerre. D'ailleurs, bon, voilà, il y a eu la mobilisation d'août 14. Eh bien non, en août 14, il n'est pas mobilisé parce qu'il n'est pas mobilisable. Il a été réformé en 1903. Hein, et puis exempté de service en 1904, donc quand il a 21, 22 ans, et donc pour cause de bronchite spécifique. Et en août 14, donc, il n'est pas mobilisé. Son beau-frère de Saint-Blimont, Adolphe Caudron, part. Son cousin Émile Touron part, qui est également de Saint-Blimont. Et son copain de Niba, Émile Laverneau, part. Donc, ils partent sous les drapeaux dans des régiments d'infanterie. Et puis, lui, eh bien, il est convoqué fin de décembre 1914. Et le Conseil de révision va le déclarer apte le 15 décembre de 1914. Il sera simplement, si on peut dire, convoqué 2 mois plus tard, 18 février 1914. Donc il n'est pas parti dans la première vague, si vous voulez, mais bon, ça ne va pas changer grand-chose, hélas, à son destin. Il va devenir soldat de deuxième classe au 128e régiment d'infanterie à Abbeville. Là où Schlancheron, là où les Picardisans ont leur siège, c'était exactement cette caserne-là qui convoquait donc les soldats du 128e. Et dès son départ, donc en février 1914, il écrit tous les jours à sa femme. Euh, donc je fais une parenthèse, j'ai la correspondance une copie de la correspondance de Marius Touron adressée à sa femme. J'ai pas les réponses. Euh, Par le biais du hasard professionnel, j'ai une collègue qui a habité dans le presbytère du fils de Marius Touron, donc de Robert Touron. Elle a très bien connu et fréquenté Robert Touron. Et donc, elle m'a confié une fois la correspondance de Marius avec sa femme, dont j'ai une copie. Et donc, c'est impressionnant, hein. Il y en a épais comme ça, de feuilles, et donc qui sont datées donc, dès février 14, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, il écrit et il a des réponses. Le courrier marche pas trop mal à cette époque-là, mais vous allez voir que des fois, il va pas encore assez vite. Et donc, il part donc
pour apprendre à être soldat. Donc, pendant 2 mois en Bretagne. Et puis, eh bien, pendant ces 2 mois, il est à Landerneau, dans cette région-là. Euh, le 5 avril 1915, il apprend le décès de son père. Son père était malade, sa femme lui a un peu caché la gravité. Euh, il recommande même à sa femme, à Charlotte, de voir un autre médecin. C'est un bon à rien, celui-là. Papa, il faut qu'il voit un vrai médecin, qui soit, voilà, qui lui donne des remèdes. Mais dans les 3 jours d'échange de correspondance, il apprend le décès de son père. Il en est extrêmement meurtri. Et d'autant plus quand il apprend que le décès et donc le deuil, la lettre arrive. Alors son père meurt le lundi de Pâques, donc lui il lui voit une référence à Dieu, inévitable. Hein. Je veux dire, bon, dans son esprit c'est tout à fait logique. Et puis, dès qu'il apprend le dessin, il demande une permission, mais il a une permission de 48 heures, et cette permission-là ne lui permet pas de revenir à Niba enterrer son père. Donc ça, il en est profondément meurtri, et il reproche un peu à sa femme de ne pas lui avoir, enfin, de lui avoir caché la gravité de l'état de santé de son père. Mais bon, c'est un reproche euh, euh, cordial, hein, c'est pas véhément du tout. Et puis, eh ben, il ne peut pas assister aux obsèques de son père. Et il n'ira jamais sur la tombe de son père. Il remercie Robert, donc le fils aîné, de ranger les outils de charron de son père et puis de lui. Et puis, donc, c'est lui qui va s'occuper des outils, tout ça, enfin, qui va devenir, entre guillemets, l'homme de la famille, hein, puisque il y a sa mère et puis il y a sa femme qui sont là, puis les petits. Et donc, Robert va avoir cette charge-là. Et en fait, quand il est convoqué, il arrive au front le 4 mai, donc vous voyez, un mois à peine après le décès de son père, enfin, quand il l'apprend, et puis eh ben, il est porté disparu le 24 juin. Donc il va faire moins de 2 mois de première ligne, et puis il va être disparu. Donc là, peut- enfin, on peut facilement se mettre dans l'esprit de la famille Touron comme de très nombreuses familles françaises, anglaises ou allemandes. Hein. Voilà, donc les soldats sont disparus. La presse relate, et même la presse, je vais dire, littéraire, relate donc la disparition du poète Marius Touron. Donc là, c'est pas le charron, hein, c'est le poète. Et donc, il est porté disparu depuis le 24 juin. Donc, c'est bien le 24 juin. Les documents militaires, dans la correspondance, il y a tout ça. Qu'il est décédé. Parfois, on voit le 25. Enfin, ça change pas grand-chose, mais bon, voilà. Donc, c'est vraiment le 24 juin qui est porté disparu. Et au 14 septembre 1915, donc son corps est toujours pas retrouvé. Et la famille est avisée le 20 août officiellement que donc il a été fauché, mais qu'ils n'ont pas retrouvé son corps. C'est le maire qui a cette pénible et douloureuse mission. Il sera décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze, et il y a une cérémonie de deuil qui a lieu officiellement, hein, sans corps, à Nibal le 23 avril 1919. Hein. Vous voyez, c'est quand même un petit moment après. Non, oui, c'est ça, c'est ça. Et son corps, donc il y a une cérémonie, puis après il y a une cérémonie de deuil très officielle. Et son corps sera retrouvé aux Éparges en 1921, donc quand même assez longtemps après la guerre, après sa mort, mais pas si longtemps que ça après la guerre. Hein. Et puis, il y a un jugement qui est rendu le 10 mai 1921, et depuis lors, son corps est revenu au cimetière de Niba. Il n'est pas dans un cimetière militaire. Donc je vais vous montrer une photo, alors que j'agrandisse ce truc-là, pour vous montrer la photo de Touron en, euh, en tenue militaire, voilà, du 128e. Donc là, il y a bien marqué 128, voilà. Et donc, c'est avec sa signature. Et cette photographie, elle est reproduite dans une biographie de Marius Touron qui a été publiée en 1917 par son ami Fernand Allais. Donc voilà, donc c'est dans cette biographie, vous aurez la référence, ça s'appelle Marius Touron, ça a été publié en 1917 par les Violetti, et puis dedans, donc il y a une seule illustration, c'est la photo que vous venez de voir.
Donc on a ce drame familial, double drame pour la famille Touron, mais bon, le drame de la perte du seul enfant de la famille. Euh, Son nom est inscrit au Panthéon, hein, dans la liste des 560 écrivains morts pour la France pendant la guerre 14-18. Et un de ses poèmes, et puis son nom aussi, figure au tome 1 de l'anthologie des écrivains morts à la guerre 14-18. C'est un gros ouvrage en 5 volumes, donc comme je viens de le dire, qui est publié à Amiens par Malfer, Edgar Malfer, dans la collection de la bibliothèque du Hérisson. Alors, je vous en parle un petit peu parce que le Hérisson, bah, ce sont ces almanachs dont je vous parle assez fréquemment. Edgar Malfer, c'est un éditeur. Il y a eu une publication par Pochet qui a été fait chez Eclitra par Philippe Pochet, sur Edgar Malfer en tant qu'éditeur. Et cette anthologie, c'est une anthologie nationale qui est financée par le ministère de la guerre, et puis qui donc rend hommage à tous ces poètes. 560, vous imaginez un peu les talents qui sont partis, les autres talents, enfin bon, et puis les humbles aussi, hein. Et il y a quelques soldats alliés qui sont dans le dernier volume également. Et puis donc c'est ce qui a sauvé, entre guillemets, les éditions du Hérisson, Malfer. En fait, c'est par cette subvention d'État qu'il a pu faire cet énorme travail et très rapidement d'édition, que donc les éditions du Hérisson ont pu perdurer jusqu'à quasiment la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour en revenir donc à notre Marius Touron d'aujourd'hui, donc voilà, donc son nom n'est pas inconnu, il est bien entendu sur le monument aux morts de Niba, mais il est aussi donc au Panthéon et puis dans cette anthologie. Euh, et c'était une époque où la littérature a énormément de poids. Ça n'a pas beaucoup changé en France, ça reste quand même toujours une lettre de noblesse que d'être un écrivain. Mais la littérature, la poésie, vous regarderez les premiers prix Nobel, vous regarderez les prix Goncourt, vous regarderez, enfin, toute cette ambiance-là est importante, hein. Et donc, bien entendu, quand on pense à la guerre 14, il y a d'autres écrivains célèbres qui sont morts, voilà, on le sait, Alain Fournier ou d'autres. Mais donc, donc on a un auteur Picard, donc c'est en tant que auteur en français, hein, qu'il est reconnu à ce moment-là. Euh, pour sa biographie, vous aurez un lien avec un site internet qui s'appelle Somme Bellefontaine, qui a été donc avec une page spéciale sur le charron poète de Niba, qui a été monté par Xavier Becquet, qui est un historien local, qui s'intéresse beaucoup à toutes ces histoires humaines du secteur du Vimeu, du Vimeu côtier. Alors, Marius Touron, lui, n'est pas pour autant oublié après son décès et même longtemps après son décès, puisque on a donc ça, je vais essayer de vous partager ça. Oui, Marius Touron, donc, n'est pas oublié. En 1982, donc, il y a eu une très grosse manifestation à Niba qui célébrait le centenaire de sa naissance. Et à cette occasion, donc il y a quelques articles de presse que je vous mets là. À cette occasion, il y a une première plaque qui a été mise sur sa maison natale, qui est donc ici figurée, une plaque en marbre avec un médaillon et sa photo qu'on peut retrouver ici en dessin. Et donc la maison natale, eh bien, elle est là dans la rue principale de Niba. Et puis plus récemment, donc il y a eu un hommage au centenaire de la guerre 14-18. Ça, c'est beaucoup plus récent. Et donc ça, c'était une première manifestation. Il y avait un monde phénoménal. Il y avait une cérémonie religieuse le matin qui a été donnée par Robert Touron, donc le fils de Marius, le curé, qui était pas curé de la paroisse, mais qui est venu là, hein, pour ça. Je vous en parlerai plus en détail. Et puis l'après-midi, donc il y a eu, avant la cérémonie de la plaque, là, il y a eu beaucoup de personnes, dont la famille, dont les petites Touron, Valérie Touron, je me souviens qu'elle était très jeune à ce moment-là, qui ont dit des textes en français de Marius, Thierry Sellier qui a dit un texte en picard, Jules Dufresne qui a dit un texte en picard également, qui avait été écrit par Jacques Guigné. Et puis, donc, l'année d'après,
en 1983, il y a eu deux plaques de rue. Donc, je vous ai déjà parlé de celle de Gaston Vasseur. Donc, deux plaques de rue à Niba, la rue Marius Touron et puis la rue Gaston Vasseur qui se prolongent l'une après l'autre. Et ça, c'était après une autre messe, toujours célébrée par Robert Touron pour ses 50 ans de sacerdoce, puisqu'il a été, en 1933, il a commencé à officier à Amiens à ce moment-là. Alors, je vous ai mis, vous lirez le compte-rendu en Picard de Thierry Sellier, qui est un enfant de Niba aussi, qui parle, s'exprime en Picard. Et puis, je vous ai mis quelques articles de presse. Ah, bah, elle est là, Valérie Touron, elle arrive là, voilà, elle doit être là. Et donc, avec le programme de tout ce qu'il y a eu l'après-midi, donc dans les cérémonies laïques qui se déroulaient avec l'autorisation du curé dans l'église, qui était encore consacrée, qui est toujours consacrée d'ailleurs. Et puis, différents articles, il y a pu y avoir. Et puis là, l'article dans le Courrier Picard avec l'inauguration de la plaque. Donc Valérie Touron. Et puis là, il y a trois zigotos. Il y a Thierry Sellier, il y a Didier Trotro, puis Jean-Luc Vigneux qui chantent. On chantait pas du Marius Touron, on chantait notre répertoire de l'époque en Picard dans l'église de Niba. Bon, c'était une cérémonie. Il y avait plusieurs centaines de personnes, hein. Je veux dire, l'église était pleine, tout ça. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et puis ça a recommencé l'année d'après, un peu plus modestement, entre guillemets, mais quand même, l'inauguration des rues, c'était important. Et il y a pas mal de rues qui portent le nom d'un Picardisant. Mais il y en a pas quand même pas tant que ça. Euh, et donc voilà un petit peu pour son parcours, son parcours humain. Je vais vous parler maintenant de ses activités littéraires. Des hommages à Marius Touron, on en trouve dans la littérature en Picard, en particulier par Armel de Poilly, qui avec Jacques Guigné, dans ses contes de nos fournis, a écrit Je suis soldat de 14-18 et puis Saint-Pierre, donc qui fait partie des contes donc de nos fournis qui ont été édités en 77, une première fois, une petite plaquette, et puis qui ont été réédités par Schlanchard en 1998. Les Picardisans ont rendu hommage aussi dans certaines de leurs séances à Marius Touron en présence de son fils Robert. Alors, activité littéraire de Marius Touron, il a commencé très jeune, je vous ai dit, il a commencé à 17 ans avec un roman qui a été publié dans la presse, donc sous forme d'épisode, ça se faisait beaucoup au 19e siècle, le roman en français qui s'appelle La glaneuse d'amour. Je cherchais en vain à retrouver ce roman. Vraiment, il est quelque part. Enfin, pas chez moi, je veux dire, il est quelque part. Il est très connu. Il a été édité ensuite, mais en 1919. Mais je n'ai pas retrouvé le bouquin. Mais la première édition, c'est dans le littoral de la Somme, qui était un hebdomadaire autour de Saint-Valery, qui l'a publié en 1899. Et donc ça lui a valu une première reconnaissance. Et ce roman a été repris dans le journal de Ham, à l'autre bout du département de la Somme, hein. Il y a quand même entre Saint-Valery et Ham, il y a quasiment 200 kilomètres, quoi. Donc c'est assez surprenant. Bon, ça a été repris comme ça. Euh, Marius Touron se pique d'histoire locale, de traditionnisme, c'est le mot de l'époque, hein, du folklore, on dirait aujourd'hui. Et donc non seulement il fait quelques recherches, mais en plus il s'attaque entre guillemets à d'autres qui oublient de mentionner qu'il se passe des choses dans le Vimeux central, en particulier autour de Niba. Alors des fois, il y va peut-être un petit peu fort parce que il y a des réponses, donc il y a des polémiques qui s'installent. Vous lirez ça, je vous ai mis l'article de presse. Parce que bah, des fois, il dit des choses qui sont contestées ou contestables. En particulier, quand il s'attaque au grès dans la Somme, il y a des grès dans le nord amiénois, mais dans le Vimeux, il n'y a pas de grès. C'est du tuf, c'est de la pierre de tuffeau, c'est une pierre calcaire. Mais lui, il assimile ça au grès. Donc, bon, j'ai dû faire des bêtises quand j'avais 18-25 ans, hein. C'est pas le problème à ce sujet, plutôt une naïveté. Mais il y a des petites polémiques, mais parce qu'en même temps, il y a sa condition de charron, et c'est un charron qui va remontrer à des historiens locaux qui seraient plus huppés que lui. Euh,
Et donc dans euh, une revue nationale qui s'appelle Articles de Paris, mais ça veut dire ça serait une revue de presse si vous voulez. Donc en 1907-1908, il est mentionné parmi des écrivains. Alors je trouvais que son nom figurant parmi des écrivains que je vais vous citer, c'est quand même pas rien. On retrouve donc le nom de Marius Touron à côté de Phileas Lebègue, de Quignon, qui est un petit peu moins connu, Paul Maison, c'est celui avec qui il a polémiqué, Ernest Praron, qui était maire d'Abbeville, mais qui est un poète reconnu au niveau national, Paul Eudel, Anthony Bouche, je vous en reparlerai de cette demoiselle, Fernand Poitevin, Hector Crinon, Édouard David, Fernand Allais, je vais vous en reparler longuement, Suzanne Caille, Maurice Thierry, Adrien Huguet, enfin je vous dis quelques noms comme ça, Henri Caron, enfin, et donc Alcius Ledieu, Louis Servat, Ernest Dumont, enfin je veux dire, il y a Maurice Garret, je veux dire, il y a quand même des grands noms qui, pour la culture et la littérature régionale, qui sont encore connus au XXIe siècle. Et Marius Touron fait partie de ces noms-là. Donc c'est quand même pas rien. Euh, en 1908, il publie dans la presse, et ça sera repris en recueil, un recueil de jeux d'esprit. Et donc, il est adepte des jeux de lettres. Alors, moi, j'ai appris un truc en préparant là, pour aujourd'hui. J'ai appris un mot. C'est le mot logogriffe. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un logogriffe. Mais un logogriffe, c'est une série d'énigmes, un peu comme une charade. Et il faut deviner un nom dans lequel on enlève les dernières lettres pour trouver un autre nom. Alors, je vous en ai mis deux de logogriffes. Il y en a un dont j'ai trouvé la solution. Alors, je suis très content de moi, mais il y en a un, j'ai pataugé minablement. Et donc, voilà, je vous donne un peu la première devinette. C'est en français, hein. D'un légume de ton jardin, coupe la queue à mi de vin. Voilà. Hein, un légume du jardin, vous coupez sa queue à mi de vin, et tu verras apparaître un fruit que tu dois bien connaître. Alors, comme le légume, il est connu et que la poire est très connue, bah, le légume du jardin dont on va couper la queue, c'est le poireau. On coupe la queue du poireau, laisse tomber le A et le U et on obtient un fruit bien connu qui est la poire. Voilà. Et nous avons fait ensemble, là, très rapidement, un logogriffe. Alors celui-là, je l'ai trouvé, mais l'autre qui a trait à l'armée française, là, j'ai rien compris du tout. Je patauge. Mais si vous trouvez la solution, vous me l'enverrez. Et puis, donc, dans cette presse, donc toujours sur son écriture en français, il y a des professions, donc que je vous disais, qui lui sont attribuées, homme de lettres, mais on trouve aussi publiciste. Ça veut dire qu'il publie des choses. Il n'est pas éditeur, hein, c'est publiciste, voilà. Et donc, à chaque fois, sa condition de charron et surtout de milieu rural est estompée. Hein, la culture, c'est la grande ville, et la grande ville, c'est Abbeville, c'est Amiens. Ça peut être Saint-Valery parce qu'il y a des éditeurs, mais il faut vraiment passer par la case capitale. Et donc, il a publié des textes dans énormément de, de publications. Je vous ai mis la liste, mais là, c'est vraiment enfin, la liste que j'ai trouvée, que j'ai colligée, parce que j'ai trouvé à plusieurs endroits. Et puis, je vais vous parler d'un personnage qui va compter énormément dans la vie et post-mortem pour Marius Touron. C'est Fernand Allais. Fernand Allais, c'est un Normand. C'est un Normand de Caen qui va habiter à Rouen à un moment donné. Et il y a des liens qui se font entre Rouen et puis, donc là, on l'a là. Hop. Donc là, ici, on a Fernand Allais, qui est sur son bureau, qui pose, hein, évidemment, de toute évidence. Et puis ici, on a une villa normande dans la région de Caen. C'est une carte postale qu'on peut retrouver. Et puis là, ici, on a Fernand Allais. Et je vous ai mis cette photo-là parce que je pense que on a vraiment bien l'ambiance d'une prise de parole publique d'un poète de chez nous, de Picard ou Normand, qui s'exprime donc là, vous voyez, devant une assemblée à l'occasion d'une inauguration. C'est parce qu'on va avoir tout à l'heure un discours du même style chez Marius Touron. Alors Fernand Allais, lui, il est le fondateur, en tout cas c'est lui qui a vraiment mis sur les rails, il n'a pas tout à fait fondé, mais voilà, c'est arrivé juste après, d'une société qui s'appelle les Violetti. Alors bien souvent, je vous parle des Rosetti, mais les Violetti se sont construits un petit peu en opposition ou en contrepoint des Rosati. Rosati, les roses, l'artois, l'anagramme, on en a déjà parlé longuement. Violetti,
On garde la couleur et on change de fleur. On passe de la rose à la violette qui se fait discrète. Je ne vais pas vous reciter la fable. C'est une opposition qui n'est pas que littéraire. C'est aussi une opposition qui est politique. On sent que là, chez les Violetti, on est chez des orléanistes, on est chez des royalistes, on est chez éventuellement donc des gens qui sont proches de l'Action française, pas systématiquement. Et il faut pas penser à l'Action française de 1940. On est quand même à la fin du 19e siècle. Hein. Donc les mouvements politiques qui peuvent être anti-Dreyfusards, par contre. Hein. C'est assez net. On le voit. C'est flagrant, même dans l'Almanach de 1913. C'est flagrant, ce type de prise de position. Donc je n'en dis pas de bien par rapport à ce type de position. Mais on n'est pas non plus dans des dérives qui sont celles de 1900, de la fin des années 30. Donc Fernand Allais est fondateur de cette société des Violetti qui édite des ouvrages qui vont être imprimés en encre violette. Hein. Voilà, autant les Rosati vont prendre du papier rose, eux ils vont avoir de l'encre violette. Donc on a ce contrepoint. Bon, ils ne s'attaquent pas frontalement. Je pense que ce sont des gens qui peuvent même être amenés à se rencontrer. Mais quand on publie d'un côté, on publie pas de l'autre. Il y a quand même un petit peu de ça. Et les Violetti donc se veulent Picard et Normand. Donc Picard au sens de Amiens jusqu'à la mer et Normand jusqu'à Bayeux, quoi, à peu près. Hein. C'est à peu près ce secteur-là, donc département de la Somme, de la Seine-Maritime et puis du Calvados. Ça peut aller un petit peu au-delà, mais guère plus. Et donc, au sein de cette société, il y a une personne, qui est une dame, mademoiselle Antonie Bou, qui est une Abbevilloise, qui a rencontré Marius Touron et qui va le présenter à Saint-Valery-sur-Somme en 1899 à Fernand Allais. Et de là va naître une amitié ou un respect. Fernand Allais est l'aîné de Marius Touron. Et Antonie Bou, va également publier dans l'Action française, donc elle est très proche des opinions et puis de la sensibilité de Marius Touron. Et donc on voit souvent les noms associés, pas systématiquement, mais assez souvent dans les manifestations. Et donc le lien avec Fernand Allais, il est constant à ce niveau-là. Et comment Marius Touron sera présent lors de la première fête des Violetti qui se déroule à Saint-Valery-sur-Somme, et il va s'en revendiquer. Il va revendiquer de cette antériorité pour se donner un droit à la prise de parole, et on va le voir ça bien tout de suite. Et puis donc ça fait aussi partie de ces, voilà, je fais partie de ce monde-là. Hein, j'ai mon travail dont il se plaint parce que il faut bien pousser le rabot, il faut bien, voilà, et, enfin Fernand Allais le plaint parce qu'il faut pousser le rabot, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et puis donc ça c'est, il faut gagner sa croûte, il faut nourrir ses trois enfants, mais donc il fait partie de ce monde des Violetti depuis 1899. Alors on va regarder ensemble un premier texte que je vais bien entendu vous lire, puisque on ne peut pas faire autrement avec Marius Touron. Euh, Évidemment. Et donc, je vais vous dire ce texte qui a été repris dans Glanes et Copeaux, qui vient donc en complément de ce que je vous ai dit précédemment, à savoir qu'on est à la fois en 1899 et on a une prise de parole. C'est pour ça qu'en bas, je vous mets je vous remets cette image normande. Et donc là, 10 ans après la fondation de la première réunion de la Violette à Saint-Valery, on est en 1909, on revient à Saint-Valery. Il y a des prises de parole en français, mais il y en a une en picard de Marius Touron. Donc je vais tâcher de pas écorcher son écriture. Belles mesdames, bieux monsieur, nom des eaux. Il n'y a des gars dans nos compagnies qui ont le langue rudement bien pendu. Sapristi comme à se déclic. On reste avec es bouc ouverte et puis ses yeux écarquillés comme des cardons d'un des houvieux de Ouéro. Alors des houéros c'est de la plante fourragère hein, pour nourrir les bêtes hein, du Ouéro. Et donc les houvieux c'est les bottes. Donc voilà, donc c'est des cardons. On a des yeux écarquillés comme des cardons d'un des houvieux de Ouéro, donc comme des chardons qui seraient dans des plantes fourragères. Là on se piquerait. Nous les humains, des chèvres ça passerait très bien. Après toucher biodiesel qu'on venait d'atteindre, on peut retirer les kjell. Pourtant, je me suis dit qu'au mot a permis d'un séjour d'Arin,
Kyo Marius, faut montrer que t'es pas tout à fait aussi bête et que tu ne l'air. Ramasse ta mollet d'esprit pour faire un bio compliment à chez mesdames et puis à chez monsieur qui seront dimanche à Sawari, à Banquet, chez Violetti. Alors, je fais une note sur sa palatalisation de, par exemple, ici, de Xiomarius. Enfin, il y en a déjà eu deux, hein, Schleichel et Xiomarius. Il écrit systématiquement un Q, alors parfois QU, devant Cho. Le Picard du Vimeux a évolué, à mon sens, au cours du XXe siècle. Ensuite, soit on va voir Cho dans la région de Saint-Valery, dans la région de Moyenneville, soit on va voir Pio. Mais lui, c'est Cho. Donc, qui est plus près et c'est pareil pour un chien, il va dire un chien. Donc, un Etchel d'aujourd'hui, c'est un Etchel à ce moment-là. Hein, et Cho Marius de cette époque-là, aujourd'hui, Aniba, ça serait Pio Marius. Hein. Donc, il y a eu des changements post-guerre 14, c'est évident. Je continue. Quand je suis dans le coin de nos fûts, à un peccio noco de scofo, noco, pas no que, à Niba, là aussi c'est nibe, nibo, voilà, noco. Quand je suis dans le coin de nos fûts, à un peccio noco de scofo, avons tout seul. Mais quand j'arrive au moment de raconter une histoire et devant des gens aussi huppés, bernique, aime l'an le Saint-Orsaille, m'accheur buc d'un poitrane, à gardouille d'un penche, je me sens sarré, et puis là, allez, j'ai le sifflet copé. Pourtant, au venant d'être si bien fêté ici que ça serait vraiment mal d'un père et de manaleux sans fouer un pio bonima. Osa le dire. Alors, il met un Z au halleux, puisqu'on est dans la deuxième personne du pluriel, donc il met ce Z pour signifier ça, comme le fait par exemple aujourd'hui Anne Manco. Osa le dire. Il pourrait bien céder sa tour à Zot, il est bien jeune et chonivelo pour faire des bonimats à des gens comme nous. Donc là, on sent qu'il va vouloir prendre sa revanche sociale. Hein. Il est bien jeune, et puis nous, c'est des grands messieurs, et donc pourquoi est-ce qu'il nous fait des boniments, des discours? Dites un mollet, vous êtes. Et toi, êtes-vous là, le 20 d'Echmoué de 1899, à la première fête et de nos violettes? Non, sans doute. Ben, mi, j'y ai toué. Et puis j'y suis coué. Et puis dans l'eau, il a coulé rudement dans le lieu de sous chez pont de Saint-Wary, puis aux autres tiré rudement des carottes, un trépadet, puis le creux l'abbé. Mais mi, et je suis entêté comme elle bedait de Jacques Dur. Il n'y a 10 ans, j'ai dit à monsieur Allais, et je suis avec vous, j'y suis coué, et puis j'y serai toujours. Donc, vous voyez, c'est sur ce texte-là que je m'appuie pour vous dire sa revendication pour se hisser. Alors, un petit détail sur les carottes de Saint-Valery, la terre entre Pendée puis la Croix-l'Abbé. La Croix-l'Abbé, c'est un quartier de Saint-Valery, le quartier le plus haut. Et donc, en fait, il y a des carottes parce que la terre est sablonneuse et que les carottes poussent bien droites pour qu'elles se vendent bien. Donc, c'est comme ça qu'on a le potage Crécy qui est fait avec des carottes de la baie de Somme. Je sais pas si on a fait quoi, moi je malone, on a fait grave. Je continue. Ah, je sais bien que s'il n'y a que des gars comme mi pour foire à eux le battu de nos revues Picarde et puis Normande, qui est le titre de la revue des Violetti, il y a longtemps qu'ils seraient sombrés. Mais n'ayez point peur, aux avons un bon pilote. Il loge 20 d'un ses voiles, il nous mènera au loin. Il nous mènera loin, hein, c'est le verbe amener, mener, il mènera au futur. Un de ces jours, il nous fera faire un voyage en aéroplane. À ce rôti rigolo, hein. Et je vous le répète, il nous mènera au loin. On te voyait au point, toujours il se démène, au dirouet qu'il a le fut quelque part. Au dirouet, pas au dirouet, le vimeux actuel dit dirouet. Là, on est sur du dirouet. À ma tour, ai-je boué, et non pas ai-je boué, hein, donc il y a ai-je boué, c'est je bois, hein, donc une forme là aussi de le CH qui est plus présent chez lui que ça ne le sera par la suite. À ma tour, ai-je boué à la santé de monsieur le délégué d'Esch-Ministre, nos bons présidents, monsieur Caron, de madame Caron et puis de madame Caron, chez Nouvelle Décorée, à la santé de nos Violetti d'honneur, un huppé au saveux. Il fouet des hommes vivants avec un morceau de merlon. Donc là, c'est parce que la distinction de Violetti d'honneur a été donnée à un sculpteur à Villois qui s'appelle Emmanuel Fontaine et donc qui transforme des morceaux de merlon, donc des morceaux de craie, en hommes vivants. Il fait des statues plus vraies que nature. À santé des champions de nos courses cyclistes, un voin qui nous poète froumion d'assez gambes, les froumions, c'est des fourmis,
à la santé de Monsieur Allais, donc, dont il vient de faire l'éloge, de Monsieur Huguet qui est de Saint-Valery, puis de Mamselle Bou et Anthony Bou, dont je vous ai déjà parlé, à la santé de nos confrères de Normandie, enfin à la santé de Tertous, mais devant tout, et pas et dessus tout, à la gloire et puis à la prospérité et de nos violettes picardes et normandes. Voilà. Donc on a un discours qui est sur un ton joyeux, mais qui dit quand même ce qu'il a envie de faire savoir, donc à savoir son antériorité, son amitié avec indéfectible avec Allais, et réciproquement, hein. Et puis donc, on va le voir. Et puis donc, bah, c'est dit en Picard avec des nuances de Picard qui sont je trouve, assez intéressante. Il y a assez peu de textes du Vimeux, de ce Vimeux central là, autour de Fruvier-Escarbotin, avant la guerre 14, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on revendique souvent Marius Touron comme étant un de ces rares représentants de la langue. Donc on a un état de la langue à ce niveau-là qui est à souligner avec donc ce ksho, c'est wa, we, et non pas wo, enfin des choses. Et il n'y a pas l'assimilation régressive au féminin, shop porte, c'est shoal porte, ouais, des choses comme ça qui ne sont pas notées. Après, est-ce qu'il les disait ou pas? Pas d'enregistrement. Mais donc on a quelque chose qui est notable. Alors, je vous donne quelques éléments de sa bibliographie. Vous aurez donc tout ce qu'il a fait en français, en histoire locale, mais donc quand même vous dire qu'il a écrit en picard, donc des poèmes, non, en français des poèmes, mais en picard de la prose, et qu'il tenait une revue dans l'hebdomadaire de la ville d'Eu, qui s'appelle Le Messager Eudois, sous le titre Machocoin, donc lui il écrit Machocoin, et qu'il signait du pseudonyme de Jean Rigol. En deux noms, hein, Jean Rigol. Alors, il n'est pas le seul à avoir signé Jean Rigol. Hein, et il n'y a pas que les Picards qui ont eu ce jeu de mots-là. Ça se trouve aussi ailleurs. Et Gaston Vasseur, dans un article, quand il avait une grosse trentaine d'années, dans l'entre-deux-guerres, il avait formulé le projet de réunir les chroniques de Jean Rigol, donc de Marius Touron, dans un bouquin avec une autre personne, et ça n'a pas vu le jour, donc c'est très difficile d'obtenir ces chroniques-là, donc il y en a quelques-unes qui ont été reprises, en particulier, on va le voir, dans Glanz et Copeaux. C'est bouquin dont je vais vous parler après. Et puis donc il y a plusieurs articles en prose picarde qui sont repris dans des almanachs, qui sont repris dans des revues jusque quasiment enfin, jusqu'aux années 1950, hein. Puis même dans Flancheron au-delà, mais je veux dire déjà dans la première moitié du XXe siècle. Donc beaucoup d'études sur l'histoire locale autour de Niba et puis de Saint-Blimont. Donc vous verrez, il y a une carte postale avec un petit quatrain en français. Et alors, il y a une curiosité, il avait rencontré une valéricaine qui habitait en Russie, et donc il a fait aussi les coutumes de Russie, c'est un très long paragraphe dans Glanz et Copeaux, donc des coutumes russes. Dans l'action française en 1913, donc il propose un chemin de fer qu'on va regarder là tout de suite, parce que ça permet de camper ses opinions. Et puis il y a également les proverbes et dictons du folklore de Picardie. Alors donc ces proverbes et dictons picards, vous les aurez, je ne vais pas vous les lire, il y en a une grosse liste dans l'action française, alors que dans le recueil posthume Glanz et Copeaux, il y en a une toute petite liste. Donc je vous ai mis la plus grande, la plus longue des deux. Et puis, pas mal d'articles dans la revue Picarde et Normande. Et donc, après son décès, il écrit en mars 1915, en juin 1915, avant son décès, il envoie des articles où il rend hommage à un soldat qui a été blessé, enfin, au Violetti et tout ça. Et puis, quand il est décédé, donc un an après, il y a une souscription à Glanz Copo avec un numéro donc qui rend hommage euh, à Marius Touron par Fernand Allais. Et après, en juillet 1919, il y a un numéro qui est entièrement consacré à Marius Touron, qui est le numéro 456 de juillet 1919, avec les éloges, les discours, enfin tout ce qui a été fait dans les différentes messes, célébrations publiques ou bien offices religieux qui ont été donnés donc au moment à Niba, au moment des obsèques de Marius Touron.
Donc je vous dis un petit mot de Glanz et Copeau. Donc, au décès de Marius Touron, Fernand Allais entreprend de cet ouvrage. Il y a une souscription qui est lancée. Il y a ce livre, c'est un vrai document, hein, et donc il y a beaucoup de français dedans. Il y a même le folklore russe, donc comme je vous disais, et puis quelques textes picards dont on va reparler. Mais là, avant de reparler de ça, on va regarder donc le texte Hackman Fair. Donc ça fait partie donc de ce qui a été publié en 1913. Je n'ai pas eu connaissance que ce soit repris ailleurs, donc dans l'Action française. Euh, un jour d'Ejdarin mois de juillet, donc ça, le titre Hackman Fair. Un jour d'Ejdarin mois de juillet, Zulmil, femme, qui est toi de bonne humeur, qui n'arrive pas toujours souaider entre nous. M'embrasse un pachette après dîner et puis me dit como, un fouaisant chiotte voué flûter, chez jour et de fête. Si t'es toi gentil, Jean, sais-tu quoi que tu fouais? Non, que je racache. Eh ben, tu me conduirais dimanche à le fouer d'Atteville. Aux y avons pas été depuis nos mariages au moment de Nolan et de mieux. T'en souviens-tu? Ah, pour sûr que je m'en souviens. Malheureusement, on n'a pas été longue Nolan et de mieux. Au bout de 3 mois, chez toi, un lon et de vinaigre. Bon, donc, chamaillerie dans le coup. Ah, ben, sœur, mais t'es-toi comme un aigneux quand on nous sommes mariés, puis t'es venu arbou comme un le. Donc, t'es devenu à revers comme un loup, hein. Donc, t'es devenu hargneux, mais arbou, c'est à revers. Si tu me traches chicane, je m'en vaux. Bon, Pichetti. Ben non, Pichetti. Ben non, Chetty. Chetty, que je te dis. Ah, je sais bien que je n'irai jamais le dernier mot. À Perpo, je m'en vais te raconter une histoire, veux-tu? Raconte Viramollet. Chez Queran Materi, pour sûr. Non, c'est arrivé. Pierre ouais même peu arrivé, ami. Écoute. Il y avait un homme qui avait le malheur d'avoir une femme à tété comme 36 000 bodés. Ali trachoué chicane du matin au soir pour un oui, pour un non. Un vieux jour, un chicanon, vlocasmé à le traiter de pouilleux. C'est un beau effort qui dit nos hommes. Si tu ne fermes pas de boîte, et je te mets le tête dans nos citernes. Alors ça, c'est quand même le type de menace qui est quand même assez redoutable. Mais c'est une menace que j'ai entendue dans mon enfance, hein, c'est de mettre les gens dans la citerne, hein. Euh, elle a crié de plus belle. Pouilleux, 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 pouilleux. Alors il l'attrape par loupe du cul. Alors ça, c'est assez marrant parce que la houppe, on a plutôt tendance à penser que ça soit à la tête. Donc la houppe du cul. Et puis il jette à le court. Mais elle crie et couert plus fort. Pouilleux, pouilleux. Ah, qui dit, tu vas finir par être terre, tu vas vire. Il l'attaque à le corps d'être citerne. Il déchaîne d'un lieu jusqu'à 5 os. Oui, ma fille, oui, elle criait comme un possédé. Pouilleux, pouilleux. Un voyant chant, je pauvre ma colère, les flancs est tête d'un lieu. Bien sûr que je couchis, à ne dire plus rien. Oui, mais quoi qu'il voit? Elle mégère sac sabro et de lieu, puis avec ses doigts, elle fait mine d'écraser des poux. Hein, quand on les pince les poux pour les écraser. Il n'y en veut plus rien à fouer. Il s'est dépêché de les remonter au plus vite et puis de le porter à skir à Saint-Fu. Un skir, c'est séché. Euh, deuxième groupe, alors qu'en français, c'est le premier groupe. Quoi que t'as dit de mon histoire, n'a fouettu pas autant. Donc il était vraiment pouilleux d'avoir des pouces sur la tête, et donc sa femme, elle ne disait pas de bêtises. On n'allons pas nous quitter manger le laine du dos par vous autres, sans doute, mais je sais pas de tout haut. Oui ou ben non, veux-tu me conduire à Abbeville, à le faire d'Abbeville? Veux-tu me conduire à le faire d'Abbeville? Je veux bien, me reginerons, mais irons-nous avec nos bodés? Non, t'es fou, on prendra Strand à Chpi dimanche au matin. Donc, vous voyez, bon, là, on a un discours qui est humoristique, l'humour de l'époque. Voilà, bon, non, sur le fond, on pense ce qu'on veut, mais au niveau Picard, au niveau du dialogue, tout ça, c'est bien mené. Et puis alors après, donc, ils vont dans le train. Et donc, on va prendre juste la fin des dialogues qui s'engagent entre donc les deux ruraux donc Jean et puis sa femme Zulmine, qui vont donc à Abbeville. Et puis donc là, il y a donc on va prendre à ce moment-là, il y a un carnage du diable et puis on va voir ce qui se passe à la fin. Hachemo Malo, vous lirez entre deux ce qui se passe, hein. Mais Hachemo Malo, v'là causinta un carnage du diable. Chez toi, Glenn, qu'avoué soulever main chinoise et puis fichu le camp. Hein, il se promène avec une poule. Allez, toi, accroché par les hardillons Albert del frère et de l'Etfalière. Hein, donc, il a identifié un personnage qui est là. Puis Fezoué et détrèche un bieux et trongane et dessus les genoux del cousin de Poincaré.
Quand un chu gros penchu, à mi-temps éborgné par un coup d'aile, il n'y voyait plus que du fût, puis il crie ouais à l'assassin. Parce que dans la période, dans les épisodes précédents, le couple a quasiment pas la parole et trois personnages donc font de la politique et donc l'agacent par rapport à leur position, leurs opinions. Rattrape donc vos sales bêtes, qui me dit Chouchorou en essayant de dégrapillonner le glen toujours croché à le berbet saint voisin, qui tremble de peur comme une feuille. À chemont malo, je train arrivé à un garde d'Abbeville. Et je dis à Zulmine, ouvrons le porte et puis filons, sans quoi au somme d'un des méchants draps. Aussitôt déchendu, je dis à mes quatre bonhommes en refermant le porte. Attendez une minute, je m'invoque cher, je suis préfet, Klotz, Poincaré et Pifalière, mais je peux rien faire pour vous, et je suis le fermieux et de monseigneur le duc d'Orléans. Donc, je vous ai mis les références des personnes qui sont citées. Il y en a un qui est ministre et qui œuvre pour la mise en place, et il va y arriver d'ailleurs, de l'impôt sur le revenu, puis à la faveur des besoins de financement de l'État vis-à-vis de la guerre 14. Donc c'est comme ça que l'impôt sur le revenu a été mis en place. Il y a donc, la Falière qui, durant sa présidence, c'est à ce moment-là que l'affaire Dreyfus prend fin. Donc, en fait, il y a les positions de conservatrices de Marius Touron qui sont prises en défaut par rapport à ses opinions qui s'expriment devant lui dans le même wagon même cabine de train. Et puis, quand il parle de rouquin, par exemple, roux, ça veut dire juif. Hein. Il y a quand même des notions comme ça qui sont bien répandues dans les documents de l'Action française de cette époque-là. Hein. C'est une manière de le dire de le penser sans le dire, mais en l'exprimant quand même. Donc, je vous ai mis les différentes, les couvertures. Et puis, je vous ai mis également, puisqu'à la fin, il se revendique donc d'être le fermier du duc d'Orléans, donc le duc d'Aumale, à eux, je vous ai mis donc l'adresse qui a été faite par le groupe Picard de l'Action française au seigneur duc d'Orléans, dans lequel Marius Touron est présent, puisque c'est 1912 et que c'est dans l'almanach de 1913. Donc on a quelqu'un qui est trempé dans son époque. C'est pas surprenant. Hein. Je ne prends pas position sur. C'est un état de fait. Voilà, c'est un constat. Hein. Et puis ce qui m'intéresse, c'est la langue picarde qu'il peut y avoir derrière. Et donc, quand Marius Touron décède, il y a ce recueil qui est fait par Fernand Allais, donc Glanz et Copeaux. Et puis, il y a d'autres éloges qui sont faits tout au long de l'entre-deux-guerres dans des almanachs du Vimeux qui sont faits par Étienne Chantrel. Donc, Étienne Chantrel était présent en 1982. Et puis, donc, il y a différents textes c'est toujours aussi fou ce bazar. Voilà, c'est ça, les almanachs de la Brel et du Vimeux qui sont assez rares. Et dedans, il y a beaucoup de textes de Marius Touron qui sont repris. Je vous en ai mis la liste de tout ce qui a été fait. Il y a eu des hommages dans une revue poétique qui s'appelait Brisella en 1982 et les Picardisans dans leurs différentes anthologies. Et puis, je vous ai mis quelques sources biographiques. Et donc, je vais vous remontrer ce passage-là aussi. Hop, voilà. Donc, on a ici les sources biographiques avec donc la notice ornée d'un portrait donc par Fernand Allais. Et puis, dans l'histoire de Niba, Gaston Vasseur donc parle de plusieurs personnes, mais bien entendu de Marius Touron. Et puis les Violetti qui font également un hommage donc en 1919. Et si vous voulez avoir des informations sur les Violetti, il y a Monsieur Grouet, c'est pas très vieux, ça, il y a une vingtaine d'années, qui avait fait l'histoire des Violetti normands et Picard, et donc il redonne pas mal d'informations. Et là, vous avez la couverture de la revue Picard et Normande. Euh, voilà, donc ça, ce sont des éléments. Alors dans tout ça, c'est pas tout ça qui a rendu Marius Touron célèbre. Ce qui a rendu Marius Touron célèbre, c'est qu'il a écrit au ministre. Il a écrit au ministre pour défendre le Picard, pour défendre même l'enseignement du Picard. Et donc, ça, en fait, il ne l'a pas fait d'une initiative personnelle. Il y a eu un concours des Violetti
qui ont demandé à ce que les gens s'engagent un peu pour leur région, leur traditionnisme. Et lui, il a eu idée donc de lire d'écrire une lettre au ministre en 1910 pour l'enseignement du Picard. Donc c'est l'étape suivante. Alors cette lettre a été publiée et republiée je ne sais pas combien de fois. Donc là, je vous en donne une lecture. Donc vous voyez, c'est daté de Niba, 1910. Il y a à droite, c'est dans la linguistique picarde. Ici, c'est dans Chancheron, mais c'est d'après Glanz et Copeau. Alors donc, je vais vous lire cette lettre ouverte en faveur du patois. Nibo, el 7 de septembre 1910. Monsieur le ministre, chasserait-il jamais vrai, monsieur le ministre? Il perouait que devant qui fuche longtemps, chez paysans comme nous, n'auront plus le droit de perler un patois. Il faudrait que tout le monde s'approche à gergonneux comme tout chez merdeux de Parigot qui viennent l'été fouer des zimbaros dans nos pays. Ils piaillent dans nos cours comme des moigneux dessus un monde crottin, et puis une sette seule ma poire conouette un canard avec un codin, ou bien un vieux avec un baudet. Donc un canard avec un codin c'est un coq d'Inde, hein, c'est un dindon. Voilà. La poule d'Inde est devenue la dinde en français. Un pourdaine, un codin. Vouloir nous faire perleux comme chez Parigot, chez vouloir nous faire mettre des gants de pieux couleur branco pour aller à le Kéru, ou bien des souliers vernis pour piétiner dans chez Bouzeau. On volant mido. Du reste, aux avoir remarqué des jours que nos enfants, quand ils reviennent être pension d'un chez-ville, ils s'est tête viseux comme des avocats, mais à cause et d'eau, ils se croient des pacha, ils ne veulent plus aller dans nos états bavac, peur est de salir le bel quechure, ni de toucher à une botte et de faim pour peur est de mettre des cardons dans le doué. Donc là, on a toutes les formes linguistiques hein, qu'on a déjà vues, et y compris à la troisième personne du pluriel, ils reviennent, alors qu'avant, ils n'y étaient pas. Mais là, ils reviennent, ils s'êtent. Hein. C'est pas ils savent, c'est vraiment ils s'êtent. Ça n'a pas changé, ça, dans le Vimeo. Hein. Je fais part de ce qui a changé, mais aussi de ce qui n'a pas changé. Et là, c'est croyem. Et ça, c'est croyem, ça veut dire croyez-moi, croyez-moi. Mais c'est très souvent, jusque quasiment la fin du XXe siècle, c'est écrit en un seul mot comme ça, et pas seulement dans le Vimeo, mais dans la Somme. Croyez-moi, monsieur le ministre, des bioperleux, on en avons déjà trop en France. Je kiffe surtout chez des gars qui n'achètent tes poils langues si bien pendus, mais qui n'erchinent point et dessus l'ouvrage. Chez des bros qui manquent, tonnerre des eaux. Chez point de langue, les vieux mots de nos patois, aux avons chuché avec le lait de nos mères, et est un trait d'un sang, un ne peut m'y sertir comme mot. Pis, du reste, quoi qu'un peu bien vos fouets, à vous qu'au disons-je comme chaud pour comme ça, del frêne pour de la farine, et puis du fricot pour del viande. Il n'y a des mots qu'on ne peut pas dire un français, et puis qu'on dit bien un patois. Le patois, chez du reste, est le grand-père et de nos grands-mères. Au pauvre mieux un pareil périnté. Nos patois chez le canchon qui nous auberchait dans le temps, chez le souvenir et de nos aïeux, de nos taillons, et puis de nos rataillons, chez les histoires et de nos grands-mères, chez nos moisons couvertes en fleurs, nos arbres, nos cortis, le passé, le présent, et puis l'avenir, quoi. Les chez nous d'un autre coin, perle, le vieille langue et de nos taillons. Les chez nous qui nous fourraient, aiment notre chute patrie, et puis aux aimerons couer mieux sur le grande. Je me défule, monsieur le ministre, pour vous faire une plus belle référence. Je me défule, c'est-à-dire je me décoiffe. Je vais faire noter les gradations dans les anciens. Il dit bien la forme de gradation qu'il y a dans le Vimeux. Il y a bon, soi-même, il y a les parents, nos aïeux, ce seraient nos grands-parents, et nos taillons, c'est les arrière-grands-parents, et nos rataillons, donc les arrière-arrière-grands-parents. Il y a une différence d'échelle dans l'amiénois où des taillons sont des grands-parents. Là, on a bien toutes les échelles qui sont notées. Et puis alors, ça se termine par cette phrase qui est vraiment comment, emblématique de l'époque et de la pensée de Marius Touron, qui l'exprime, et d'autres autour des Violetti l'expriment également. Laissez-nous aimer ce qui fait aimer notre tchotte patrie, notre petite patrie, et aux aimerons mieux queer, la grande patrie. C'est cette lettre-là, elle a ce côté intéressant sur un point de vue social, presque ethnologique, marqueur d'une époque, c'est que on aime sa petite patrie pour aimer la grande.
Ils sont élevés, éduqués dans l'école. Il est allé à l'école de Niba, une école non confessionnelle, l'école laïque, l'école de Jules Ferry. Et cette, c'est cette école-là qui va fabriquer les soldats de la guerre 14. Hein. La Troisième République d'avant la guerre 14, c'est cette manière de voir la grande patrie. Et donc lui, ce qu'il revendique, c'est d'avoir le... Il ne nie pas la grande patrie. D'ailleurs, il est malheureux quand son cousin, son ami, son autre cousin sont convoqués à Ou-14. Il est malheureux de rester à Niba. Il se sent coupable de rester à Niba. Et donc, il ne rechigne pas du tout à partir à Landerneau et puis après sur le front. Pas du tout. Et donc, il est prêt à défendre la grande patrie. Et parce qu'il porte la petite. Chacun pense ce qu'il veut de ce rapport-là, mais c'est un élément qui est enfin qui est constant chez Marius Touron. Alors, je vous passerai également d'autres textes qui sont assez connus de lui. Il y a en particulier qui est dans Glanz et Copeaux, Nuit de Noël à 70, qui est une ruse pour rouler les Prussiens. Donc là, il y a un petit côté, un bon côté même patriote, parce que les Prussiens sont avides de manger du cochon, donc du porc, vous verrez cette histoire-là. Et puis, il y a l'histoire aussi, un boin bidet, qui est souvent reprise, mais que je vais pas vous lire là, parce que sinon je pourrais pas vous parler de Robert Touron, et ça serait bien dommage, parce que Robert Touron, euh, sur un point de vue Picard, c'est le fils de son père. Euh, mais pas dans un autre registre en termes d'écriture, mais il est le continuateur de son père, mais ça ne se passe pas du jour au lendemain. Alors, Marius Touron, donc je vais vous remettre la photo des deux protagonistes d'aujourd'hui, donc Marius qui est là, dont on vient de parler, et puis donc son fils aîné, Robert, qui est ici. Et donc Robert, il se faisait appeler, quand il écrivait en Picard, il se faisait appeler Valrige B2. Valery pour Saint-Valery, Saint-Valery-sur-Somme, ou Harry, Valery, HB2, parce que Saint-Valery, que ce soit sur Somme ou en Caux, hein, c'est pas Valérie, hein, c'est Valery, hein, il n'y a pas d'accent. Et puis HB2, parce qu'il était curé. Alors Robert Touron, donc il est né en juin 1907, le 19 juin 1907, à Diba. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un frère et puis une petite sœur, Suzanne, et il va vivre jusque le 20 mai 1993, Robert Touron. Et on dit qu'on rapporte qu'il a été hospitalisé, il a été hospitalisé à Montdidier, et donc parce qu'il avait fait une chute dans sa bibliothèque en cherchant des livres de Picard. C'est la légende, mais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est ce qu'on dit. Alors, il a donc, très jeune, voulu être curé. Donc, il est ordonné à Amiens. Il est vicaire dans le quartier Saint-Roch, à Amiens, donc en 33. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il va être curé à Aumâtre, dans le Vimeux, presque l'Amiénois, à la limite des deux. Donc, en 1937. Il sera curé à Nour, à Naour, hein, pour les poteaux, mais c'est Nour pour les poteaux en Picard, donc en 1945, après-guerre. Et puis en 1950, et là, il terminera sa carrière là-bas, donc dans l'est du département de la Somme, du côté de Péronne, à Marchelpot. Il va donc coordonner les cérémonies dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 82 et 83, pour rendre honneur à son père. Et il a fait partie, Robert Touron, des premiers picardisans qui ont été appelés par Gaston Vasseur pour constituer le groupe qui existe toujours, qui sont encore réunis hier après-midi. Et donc, il fait partie des Picardisans du Ponthieu et du Vimeux, mais lui, c'est un exilé, il est quand même à Péronne, hein. Mais il fréquentait assez régulièrement pas à chaque séance, mais quand même plusieurs fois par an, il venait aux séances abbevilloises, et puis il a toujours de la famille, son frère, des neveux et nièces, donc dans la région d'Ailly-le-Clocher, de Frivier-Escarbotin, de Niba. Et donc, il a, il a été sollicité en fait pour écrire en Picard après le décès d'un autre personnage qui écrivait dans les journaux du Vimeux de Gamache, c'est Gilbert Merchet.
Gilbert Mercier, qui était originaire enfin qui était né à Fontaine-sur-Somme, mais qui vivait à Gamaches, mais qui est quand même, qui est enterré à Fontaine-sur-Somme. Et donc Gilbert Mercier, donc qui est décédé en 1975, mais en 1974, il était avocat cet homme-là, et il sent sa santé qui décline, et donc ils se connaissent bien avec Robert Touron, et donc il lui demande bah, de prendre la succession, en fait, de continuer à faire une chronique en Picard pour qu'il y ait du Picard dans les journaux hebdomadaires du Vimeux. Et donc, Robert Touron va se mettre à écrire en Picard à ce moment-là. Il le dit, hein, il le dit que c'est comme ça qu'il est arrivé à l'écriture en Picard. Il n'y pensait pas avant, et c'est pas lié au fait de la retraite ou des choses comme ça. Non, il est encore en activité à ce moment-là, hein, puisqu'ils sont jubilés, ça sera 10 ans plus tard. Et donc, il écrit en Picard à ce moment-là, et il va commencer une chronique qu'il va appeler À Coin Matheux. Coin Matheux, ah, il y a des coins matheux un petit peu partout, mais il y en a un en particulier à Saint-Valery-sur-Somme, là, à côté du tribunal, attenant au tribunal d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça qu'il va donc prendre le surnom de Valery. Et puis B2, je vous l'ai dit, parce qu'il est curé. Et donc, il fait des contes humoristiques, hein. Il fait des contes, il fait pas de poésie. Il n'écrit pas en français à ma connaissance, Robert Touron. Et puis, toutes les semaines, pratiquement, pendant plusieurs années, une dizaine d'années, il va faire des articles. Alors moi, quand j'étais plus jeune et puis qu'il y avait ça, donc je découpais, j'ai des catalogues complets d'articles de presse de Robert Touron avec Coin Matheux. Et puis, en fait, ça servait à rien de les collectionner, ces textes-là. Si, ça sert parce que tout n'a pas été édité. Mais donc, il va publier deux recueils. Son premier recueil qui s'appelle H. Coin Matheux, qui a été publié en 1977, et puis un autre qui va s'appeler, vous voyez ici, Un flopé de Matiri par Valéry B2, qui est publié en 1982. Alors celui-là, il est illustré par des dessins de Jacques Dulphy en couverture et puis à l'intérieur. Et celui-là, il y a des dessins de Jacques Guigné, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'hommage à Robert Touron, très brièvement. Donc, les textes, vous savez, c'est de l'imprimerie au plomb, on garde les plombs. Quand on en a beaucoup, on fait un recueil, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et dans ces recueils, dans le premier en particulier, euh, euh, non, c'est dans le deuxième, c'est dans le deuxième. Donc, Robert Touron rend hommage à un autre picardisant. Il crée beaucoup de liens. Il s'inspire, mais il rend aussi hommage à beaucoup de picardisans. Un qui est de l'Enchère, en fait, c'est l'ancien instituteur de l'Enchère, Albert Pruvot, qui a écrit une chanson que des gens chantent encore aujourd'hui. Monsieur Forestier, le coup, qui me l'a chanté comme ça. Ah, tu connais pas chez Odile Nopoyi, donc c'est pas Audi Carumini, hein, c'est pas ça, mais chez Fameux de Saint-Blimont, le Kmistipas et le Cotron, et puis voilà, c'est une chanson qui perdure. Donc il l'a publiée dans son deuxième recueil, Robert Touron. Dans ses sources d'inspiration, on retrouve des picardisans qu'on peut connaître, même jusque dans l'Amiénois, comme Ernest Errand, qui est de Molien-au-Bois, dans le nord amiénois. Et puis un autre qui est Charles-Henri Guidon, qui habite dans le Santerre, comme lui, mais qui est originaire d'Allery, dans le Vimeux, et qui a publié ce recueil-là, qui s'appelle Les Trois P, poésie, prose, Picard. Voilà. Et donc, c'est tapé à la machine, c'est quelque chose qui est fait, comme on pouvait faire à ce moment-là, c'est des recueils. On est à une époque où le photocopieur était encore quelque chose de très précieux et de très industriel. Donc, Charles-Henri Guidon, qui est décédé en 1980, qui était prof de collège, installé à Péronne, originaire d'Allery, donc dans le Vimeux-Vert, mais ils se connaissent avec l'abbé Touron. Et puis Gilbert Mercier, essentiellement. Et puis Robert Touron se revendique également de son père, donc de Marius, qui... Alors, faut pas se tromper, parce que du côté collatéral, avec le frère de Robert Touron, Pierre aura un enfant qui s'appellera Marius Touron aussi, hein. Mais bon, donc quand je parle de Marius, c'est bien du père de Robert. Et donc, je vais vous passer des textes, au moins un, ou si on peut deux, de Robert Touron, qui s'inspire de son père, et donc qui va nous le dire, parce que là, on a des enregistrements de Robert Touron. Donc là, alors, quand même que je vous le partage, sinon c'est pas juste. Euh, voilà. Et donc, euh, il, il- il-
il parlait de son père. Je sais pas s'il disait papa ou mon père, mais il l'a connu, son père quand même. Mais donc, il n'y a mis moyen de contenter tout le monde, d'après Marius Touron. Hein, donc, c'est toujours, ces textes sont toujours présentés comme ça. Donc, on va écouter Robert Touron. On a mis moyen de contenter tout le monde, d'après Marius Touron. Je connais un brave homme, et Turet, qui ne fera pas de mots à un mouque, tellement qu'il a du cœur sur la main. Un impec qui ne peut m'y faire plaisir à tout le monde. Granapi occupé à se veut ses ouailles, qu'à fouir Saint-Gardin, il laisse pousser ses herbes dans ses allées puis dans ses perchés. Un vac, on n'y retrouvera pas sa vue. En fouet, qui n'ont jamais de poirion, ni de cabu, ni de salade. Un coup, il entend par-dessus chez Aille quelqu'un qui se devise en passant au long de Saint-Gardin. Veilleux se tuerait, n'avle qui néglige Saint-Gardin, et l'étier est un feu de Raveluc et puis de Lancheron. J'ai le pure vérité qui se dit en lui-même, monsieur le Turet, en faisant sa mea culpa. Est-ce un maladroit? Vite, il attrape un ratissoir pour se mettre à gratteux, 3 jours durant, sans prendre le temps d'erchineux. Mais, un autre paroissien, il les voit, c'est chanteux comme eux. Veilleux se tuerait, en perd de charité, qui dit tout eux, et puis à su s'engayer à travailler pour une poigne de quelques sous à chez ports ouvriers. Et quoi vrai qui se dit au tuerait en tapant sur ce poitrine, elle n'est pas pardonnable. Que je poisse de bêtises spérites. Vite, il court et demande 2 hommes pour attisser sa gardin. Chez 2 ouvriers, ils s'amènent, puis ils se mettent à l'ouvrage, mais v'là-t-il pas qu'un 3e paroissien, il passe juste à ce moment-là. Ben, yo, c'est Turin qui dit. Il faut être têté des pérécheux, et non seulement pas le courage de ratisser le gardin. Du coup, notre Turin, il rentre à sa maison, puis il se tête dans ses mains, et il tranche avec ma foire pour contenter tout le monde. Il n'est pas encore revenu à bout. Ah, il y a des petites variations entre l'enregistrement et puis la retranscription que j'ai pu faire à partir d'un des textes. Hein. Ah bon, il trache le moyen de contateux, voilà. Et puis des fois il met au pluriel tout ça. Mais ce que bon, ça, c'est de la nuance de lecture. Hein. Et donc ce que je vais vous faire remarquer, c'est que là, lui, il dit como, alors que le Vimeux il devrait plutôt comeux. Sauf qu'Aniba, ils ont une manière de prononcer le OE que je ne sais absolument pas faire, que j'ai beaucoup de mal à avoir même dans l'oreille, que Jean Vasseur faisait et je comprenais. Voilà, mais moi je sais pas faire, donc certaines fois c'est écrit O, certaines fois c'est E. Les infinitifs du premier groupe sont bien en E, hein, ça on en a plusieurs. Mais donc il y a une variation quand même assez nette par rapport à son père. Et donc ça c'est quasiment écrit 80 ans, 75 ans après les textes qu'on a pu voir. Donc ça, c'est un texte. Alors, Robert Touron ne rendait pas que hommage à son père dans les différents textes qu'il pouvait donner. Alors, comme je veux absolument vous faire écouter plusieurs fois sa voix, plutôt que de lire, euh, parce que je suis très courageux, mais je pense que pour vous, c'est plus intéressant d'avoir la voix en version originale. On va écouter un autre texte qui s'appelle le Chemagneux de Drancourt. Alors, ce thème du Magneux de Drancourt, donc le meunier de Drancourt, Drancourt, c'est un hameau aux côtés de Salnelles-Lanchère, où il y a un meunier qui est là. Et si vous lisez chez Jules Dufresne, quand il parle, ou que vous regardez ce qui est disponible sur le site de l'INA, ce qui s'appelle la partie de domino, dans lequel il y a Jules Dufresne avec Jules Aimé Savary, et puis Charles Leca et Bertrand Cronier, il parle du Magnier de Drancourt, qui est un domino, qui est le double blanc. Et chez Jules Dufresne, le double blanc, c'est parce que le meunier, il est à la fois blanc par sa farine et blanc parce qu'il vote à droite. Hein, voilà, c'est dit clairement comme ça. Et bien là, on va avoir une autre explication de Chemagneux de Drancourt, qui est donnée par Valrich B2, alias donc Robert Touron. Et je m'en de Drancourt. Du temps qu'on faisait vos soirées, aux étoiles un coup en route à jouer à domino, sont partis arrêter au comptoir chez Point. Nos grands-pères, en retournant chez Double et Blanc, il annonce Echemagnou de Drancourt. Ben, il a beau gagner. Mais, je voulais en savoir plus. À qu'est-ce qu'on dit toi, grand-père? Ben, dans le temps, il m'a répondu chez Magnou de Drancourt, puis les autres, ils étaient drus comme puches. Ils ont du moins à faire le plot. Alors, ils auraient voulu avoir un patron comme tout le monde pour se recommander. Mais
ils ont eu bien tracheux, et non pas d'étoper un Saint-Magneux dans ce calendrier. À quoi qu'on avons oublié. Et c'est voulu un Bernatchez. Mais Chemagneux de Drancourt, il les a donné une idée. Ils ont été à la cathédrale d'Amiens, puis ils ont envoyé à l'air un pageon en les disant dans le supposé, je suis saint patron, je suis saint qui se fout le patron. Ce coulon, il s'est mis à tourner de jeu à droite à gauche, à niflant, toucher statue, et il y a un amour, sans trouver ce qui est chaud. Au bout du compte, il a testé les jeux sur le dette des diables, avec Saint-Michel et pour point de vous. Tu comprends, Esther? Avec Max chez Bascule et Magneux, ils étaient tous des pistracs, et puis chez Magneux, ils étaient volés comme des agaches. Donc on a une autre explication. Alors cette explication, elle est dans le légendaire Picard, hein, d'une confrérie qui cherche un saint patron, qui va à la cathédrale d'Amiens, qui envoie un pigeon, qui se pose sur le diable, et puis derrière il en découle donc que cette confrérie, elle est donc malhonnête, hein, puisque c'est donc lui. Il est blanc, je ne sais pas pourquoi le double blanc, en fin de compte, hein, il ne parle pas dedans de la notion de farine, mais donc ce sont des voleurs, et c'est pour ça que le double blanc s'appelle le cheminots de Drancourt. C'est moins concret que la version de Jules Dufresne, mais bon, ça n'en demeure pas moins être du domaine du légendaire. Et chez Robert Touron, on a plusieurs fois ces allusions au légendaire. Alors, je vous passerai d'autres textes de lui, dont un qui s'appelle un Boin Bidet, qui est un plus long texte qui s'inspire d'un texte de son père, et puis d'autres textes qui sont personnels, hein, comme Spotofu, et puis quelque chose qu'il dédie à Maurice Genevoix, qui a été soldat hein, pendant la guerre 14, hein, qui était aussi à Verdun, et donc c'est un conte qu'il a écrit qui s'appelle Chopiot de Garnouille-Verde, en référence et en hommage à Maurice Genevoix, qui venait de disparaître. C'est publié dans un de ses bouquins, vous aurez le texte là, dans deux versions, il y a des variantes. Mais ce que je veux terminer, c'est vous parler de Gobin à Gâche, parce que c'est amusant, parce qu'il y a plusieurs conteurs qui mettent à leur répertoire aujourd'hui la légende de Gobin à Gâche à Mons-Boubert. Alors, je vous résume déjà les faits historiques avérés hein, dans les chroniques que j'ai personnellement lues à l'époque, au XIVe siècle. Donc, on est au moment de la bataille de Crécy, 1346, Crécy en Ponthieu. Et puis, donc, le roi de France va être défait par le roi d'Angleterre, Édouard III. Et donc, comment se fait-il que le roi de France a perdu? Ben, c'est parce qu'il y a eu un traître qui a donné au roi d'Angleterre le passage du gué de Blanquetac, un beau nom picard, hein, tout près de Noyelles-sur-Mer, là, même encore plus près de Port-le-Grand. Et donc, il y a le gué de Blanquetac, en fait, quand la mer se recule de l'estuaire de la Somme, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. À l'époque, la Somme arrivait au Crotoy, elle n'arrivait pas à Saint-Valery. Bref, donc il y a une tache blanche qui est en fait la falaise qui descend à cet endroit-là. Il y a un reste de falaise. Et donc, on peut passer à pied quand on est à marée basse. Et donc, il y a un traître, Gobin Agache, qui va donner ça au, au roi d'Angleterre qui, au lieu de passer par Pont-Rémy, passe plus près de la mer pour aller donc sur le futur terrain de bataille de Crécy. Ça sont les faits historiques. Bien entendu, tout ça c'est avéré dans des chroniques, peut-être même chez Froissart. Mais donc il y a la légende après de Gobin Agache. Et donc je vais vous lire donc comment Robert Touron, à ma connaissance le premier, a décrit donc co- pourquoi Gobin Agache est encore, on en garde encore la mémoire aujourd'hui, à Mons-Boubert en particulier. Donc un village qui n'est pas très loin euh, entre Nibas et Saint-Valery, à peu près. Gobin Agache. Yo bien une soixantaine d'années de ce que je vous raconte là. En me promenant à bicyclette, et je m'ai arrêté à l'église de Montboubert. Un cantonnieux, il est toi en route à Ratisseux, chez Ravluc, à l'entour d'un vieille chantier. Et je n'ai pas pu maintenir et de lui dire. À que ce qu'on les cheveux poussent des orties et puis du poil des chiens à trécher deux contre-efforts, l'eau. Donc des orties et puis du poil des chiens, c'est du chien dent. Hein. À que ce qu'on les cheveux poussent des orties et puis du poil des chiens à trécher deux contre-efforts, l'eau. À choplache l'eau qui me racache, ça ne sert à rien de gratteux. À pousseront vitam aeternam. C'est une tombe maudite, sans croc puis sans bon Dieu.
Chez Tsunopieux, causa muché, chez reste et de Gobin à gauche, ai-je déshonneur et de mons. Et je vu qu'en lieu de commune, ils sont assis dans ce brouette, et puis ils sont mis à cette vise. C'est une histoire qui remonte au 24 du mois de 1346. Je suis roi d'Angleterre, Édouard III. Il avait avec 3000 chonchins archers. Il monte de Normandie, poursuit per roi de France Philippe VI. Arrivé à Mons, ils sont sentus foués comme un rot, pas au piège. Derrière lui, choc cavalerie de France. Et devant lui, la Somme, défendue par Adhémar du Failly. Et snafouer à l'héros te fouette, c'est un héros poitcheux su Gobin à gâche et mons, qui rebeyou une vingtaine de pour prisonniers français que chez Anglais, ils trinouettent avec eux. Édouard, il s'en fout un mytho pour lui dire. Si tu zéveux chez prisonniers, et je te zédonne, et piquer une bourse et trop un pistole, si tu nous fouais traverser de l'autre côté de la Somme. Gobin, à Patelet, il solait chez fouer. À l'heure qu'Echeflot il déchins d'eau entre Sainte-Ville et puis Port-le-Grand, il a dit à chez Anglais, Bayeux, chope blanc tac au fond de chez eux. Vauquema, il est tout traché. Chez Como, avec per trahison, un effant de mons, chez per trahison d'un effant de mons, chez Anglais, ils ont peu snaleux tranquille comme Baptiste, Athènes chez Français à Crécy pour les zécatir. Je suis vu qu'Antonieux, il solvait des brouettes. Il a envoyé un ratchillon d'un chez Ortille, sur tombe maudite, devant Saint-Naleux gratteux chez Ravluc, un mollet plus loin. Voilà. Donc là, on a la version. Alors, je connais bien Mons Boubert. J'y suis allé plusieurs fois. J'ai demandé des témoignages à des habitants, y compris conseillers municipaux, qui m'ont dit que c'était absolument faux. Et j'ai fait le tour du mur qui entoure l'église, donc de l'ancien cimetière. Et si, il y a vraiment des orties. Mais il y avait également, et je vous promets que c'est vrai, des orchidées. Donc, des petites orchidées abeilles. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas où est la vérité. Mais toujours est-il que la légende de Gobin-Agache, qui historiquement en fait n'a fait que de répondre à son roi. Le roi Édouard III pouvait prétendre tout à fait à être le descendant de la dynastie, et donc et le comté de Ponthieu à cette époque-là était sous dynastie anglaise, donc il n'a fait que de répondre à son roi. Et donc éventuellement on peut bien sûrement c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, donc on peut l'affubler de traître ou bien comment et puis penser qu'il est allé enterré en dehors du cimetière sous une tombe maudite, c'est tout à fait possible. Euh, c'est à la fois du vrai et à la fois de la légende. Les légendes qui s'appuient sur de l'histoire, c'est quelque chose encore plus costaud. Ben voilà, donc je vous ai parlé rapidement, comme toujours, de deux personnages, deux auteurs, bon, je ressors Glanz et Copo, puisque c'est le seul livre, alors qui est très difficile à trouver, mais bon, qui est le seul livre qui peut parler comme ça de Marius Touron, donc le père, avec euh, cette notice biographique, où il y a beaucoup de discours, hein, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure. Il y a différentes revues. Alors, si vous tombez sur les revues des Violetti, là, comme ça, donc je vous ai dit, il y a un numéro spécial sur Marius Touron, donc ça, c'est d'avant la guerre 14, hein, quand même. Et puis, dans certaines anthologies picardes et normandes, on trouve ces choses-là de temps en temps. J'en ai vu sur eBay il y a pas longtemps. On a des fois donc des textes, mais c'est toujours des textes en français, hein. Les textes en picarde, Marius Touron, sont vraiment rares. Ils sont dans les almanachs, dans tout ce que vous aurez en bibliographie. Après, si vous en trouvez d'autres références, je suis preneur, hein. Et puis, si vous trouvez le messager au doigt, vous partagerez vos informations comme j'aime à partager celles que je peux glaner comme Glanz et Copo, bien sûr, un peu partout dans les bibliothèques ou bien dans différentes documentations. Et puis ben là, chez le fils maintenant, donc chez Robert Touron, chez l'abbé Touron, comme on peut dire, voilà, donc ces deux livres-là qui ne sont pas excessivement rares, ne sont pas fréquents non plus, parce qu'ils ont quand même tous les deux plus de 40 ans, mais voilà, donc avec des histoires franchement amusantes, avec une inspiration qui peut être une inspiration de curé, mais je crois qu'un instituteur a des inspirations d'instituteur, donc là-dedans, il y a des histoires de messe, mais les curés sont pas forcément mis à la meilleure page, hein. Je veux dire, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et puis alors, il y a quelque chose je vous avais déjà parlé de Robert Touron. C'est quand on a évoqué le personnage de Jacques Crouédur.
il fait partie, Robert Touron, de ceux qui ont mis en scène dans des contes, et pas en bande dessinée, pas en théâtre, mais dans des contes, il a mis en scène Jacques Crouédur, Madelon, Trinquefort. Donc, ils sont souvent ces personnages fétiches quand il y a une aventure à dialoguer et qui va se passer au bord de la mer, qui va se passer à différents endroits. Donc, il est aussi un des continuateurs de la série des Crouédur qui a commencé au milieu du 19e siècle avec Paillard et qui s'est continué, on peut dire, jusqu'au 21e siècle, hein. Il y a toujours des choses. Donc voilà, donc on a comme ça toute une continuité avec nos deux, le père et le fils, hein, voilà, et puis la famille Touron aussi. Il y en a qui font du théâtre. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont voilà. Voilà un petit peu la documentation. Et je vous remercie de votre attention, toujours aussi, de plus en plus nombreux d'ailleurs, et puis aussi attentif, ce qui me fait chaud au cœur.